agroalimentaire qui développe un œuf végétal, donc qui est destiné surtout aux véganes et aux allergiques aux œufs. Et j'ai fait partie de la promo 5 du programme d'accélération Pépite Startup Île-de-France qui a été accompagné par le School Lab. Donc c'était de octobre 2019 à avril 2020. Voilà. Et aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir animer ce REX sur retour d'expérience sur le thème du crowdfunding. Donc merci encore à School Lab de m'offrir cette opportunité. Et merci à toi du coup d'avoir accepté d'intervenir sur un sujet qui, je pense, en plus va intéresser beaucoup de nos entrepreneurs. Je sais qu'il y avait dans les entrepreneurs de la promo actuelle, donc les personnes qui sont actuellement incubées au School Lab et dans le programme Pépite, je sais que certains d'entre eux souhaiteraient éventuellement lancer un crowdfunding en amont du workshop. Pas mal de questions t'ont été envoyées aussi sur le sujet qui, j'imagine, ont un Ouais, peu cadré ta présentation. ouais. Voilà, nous, en tout cas, on est hyper contents déjà de faire intervenir des alumni de nos programmes sur des sujets sur lesquels ils sont devenus experts et en plus de ça, de présenter quand même une belle success story puisque tu as un crowdfunding qui a été très remarqué avec ta cofondatrice et donc on est très content, doublement content. Je pense qu'on peut commencer le workshop. Ok, Je laisse ça la parole, marche. Céline. Ok, alors du coup, le sujet, c'est lever 20 000 euros en un mois grâce au crowdfunding. Donc, avec mon associé Philippine, on a eu l'occasion de lancer une campagne de financement participatif pour les Merveilleux en mai 2020. Donc, jusqu'à juin 2020, ça a été une campagne de un mois, avec pour objectif de financer notre première production. Donc, on l'avait lancée sur la plateforme KissKissBankBank avec une durée de un peu plus de 30 jours, donc précisément 35 jours pour commencer un lundi et finir sur un dimanche. Le nombre de contributeurs qu'on avait eu, c'était 600 contributeurs, avec un montant récolté supérieur à 20 000 euros. Donc on avait pour objectif premier d'atteindre 8 000 euros. Donc on a pu avoir 250% de notre volonté. Et tout ça pour un montant dépensé de 12 euros. Donc, je suis contente de pouvoir vous partager aujourd'hui mes conseils sur la campagne de financement participatif, mon retour d'expérience dessus. C'est aussi un petit peu une compilation de tous les conseils que j'ai pu recevoir avant et pendant ma campagne. Et aussi, surtout, les conseils de comment mener une bonne campagne sans trop dépenser. Parce que quand on choisit la campagne de financement participatif, c'est qu'on n'a déjà pas beaucoup de budget. Donc, je vais commencer par un petit sommaire. Donc, d'abord, vous présenter les questions à se poser avant de se lancer dans une campagne de financement participatif. Deuxièmement, comment bien préparer ma campagne, donc en amont et pendant la campagne. Comment toucher les cercles 1, 2 et 3. Notre toolbox à 0 euros et les to-do and not to-do. Donc aussi, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions en amont, ce qui a pu m'aider à construire cette présentation aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que la présentation dure 1 heure, donc je vais intervenir sur une présentation de 40 minutes pour laisser place ensuite à des questions sur 20 minutes. Donc, on va commencer par se poser les bonnes questions avant de se lancer. Donc, dans un premier temps, définir le crowdfunding. Donc, qu'est-ce que c'est? Le crowdfunding, ou le financement participatif en français, c'est un levier qui permet au grand public de soutenir financièrement et collectivement une idée ou un projet qui le séduit, et ce dernier est réglementé depuis le 1er octobre 2014. C'est une définition que j'ai trouvée sur KissKissBankBank. Donc d'abord, la question à se poser, c'est quel est mon projet à financer? Donc dans la définition, on voit grand public, ce qui implique que le consommateur doit être impliqué dans le projet. Donc, pour se lancer dans une campagne de financement participatif, il faut de préférence avoir un projet B2C pour impliquer le consommateur qui se sent impliqué. Mais ça peut aussi marcher avec un projet en B2B2C. Donc, par exemple, récemment, il y a une campagne de financement participatif qui a bien marché, qui était en B2B2C, qui est Wackolls. En fait, c'est une start-up agroalimentaire qui développe un ingrédient pour les boulangers pour remplacer la farine. En fait, par exemple, ils font des farines à partir de chanvre.
ils ont dirigé leur campagne de financement participatif en impliquant le consommateur et en proposant dans leur contrepartie de pouvoir retrouver leur pain fait à partir de farine de chanvre, par exemple, en boulangerie. Donc voilà, il faut qu'il y ait une proposition de valeur pour le consommateur et qu'il se sente concerné. Dans un troisième temps, le type de crowdfunding. Donc, avant de se lancer, il faut savoir qu'il y a 3 types de crowdfunding pour permettre au grand public de soutenir financièrement et collectivement. Donc, il y a le crowdfunding avec contrepartie. Donc, en échange du soutien apporté par le contributeur, il a le droit de choisir entre différentes contreparties, donc des cadeaux, des packs que vous aurez choisis. Donc, lors de ma présentation, je vais essentiellement parler de la contrepartie, de la campagne de financement participatif avec contrepartie, parce que c'est celle qu'on a menée. Participatif sans contrepartie, ça serait sous forme de volontariat de la part de vos contributeurs. Et aussi, il existe une forme de crowdfunding avec action, donc en échange du soutien des contributeurs, vous pouvez céder une partie de vos parts aux contributeurs. Et pour pouvoir soutenir de façon collective, il faut avoir aussi construit une communauté et des potentiels partenaires qui partagent les mêmes valeurs que vous, que votre projet. Donc au niveau des partenaires, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Et au niveau de la communauté, pour la construire, il faut passer par plusieurs canaux, donc par exemple LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, la newsletter, etc., selon votre cible. Et enfin, le choix de la plateforme avant de se lancer, donc très important. Donc le crowdfunding, c'est réglementé. Et donc, ça se fait via une plateforme. Donc nous, on avait choisi KissKissBankBank, mais il existe aussi Ulule, Helloasso, Mimosa, Kickstarter aussi qui est connu, etc. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez, des valeurs de votre projet et de la communauté de la plateforme. Donc les questions à se poser avant de se lancer, c'est est-ce que j'ai un projet qui pourra attirer le grand public? Est-ce que j'ai identifié ma cible? Donc c'est très important pour pouvoir savoir comment communiquer et aussi choisir les meilleurs canaux d'acquisition. Est-ce que j'ai construit une bonne communauté? Donc nous, par exemple, on s'était donné pour objectif d'avoir au moins 1000 abonnés sur chaque réseau social qu'on avait identifié comme bon. Donc nous, c'était Facebook, Instagram, LinkedIn et la newsletter. Donc avant la campagne, on avait fait en sorte d'avoir au moins 1000 abonnés. Est-ce que j'ai l'objectif de ma campagne? Donc il faut que cet objectif soit clair et bien défini. Et est-ce que j'ai choisi la plateforme de crowdfunding qui me correspond le mieux? Si tout est OK, je me lance. Alors, du coup, deuxième point, comment bien préparer ma campagne? Donc, la campagne de financement participatif, ça se prépare bien en amont. Alors, de préférence 6 mois avant. Après, il y a des campagnes qui se sont lancées un mois avant et qui ont aussi très bien marché, donc pour vous rassurer. Mais bon, le mieux, c'est quand même de se préparer bien en avance. Donc 6 mois avant, ce qu'on fait, c'est que on construit son image de marque. Donc pour savoir comment bien communiquer, avoir déjà les codes couleurs, connaître l'image qu'on veut renvoyer de notre marque, aussi bien connaître ses cibles, comment ils pourraient percevoir notre marque. Et donc, pour construire mon image de marque, il y a un outil qui est simple à utiliser qui s'appelle le prisme de Cap-Ferrer. Donc c'est un petit schéma que vous pouvez utiliser pour la réflexion sur votre image de marque. Ça se trouve facilement sur Google, vous avez des explications, enfin par recherche internet, vous avez des explications et vous avez aussi des exemples. 6 mois avant aussi, on définit sa stratégie de communication pour identifier les meilleurs canaux d'acquisition pour savoir comment communiquer et par quel réseau social ou par quel moyen bien communiquer et atteindre sa cible. 3 mois avant, il faut avoir pris contact avec un coach de la plateforme choisie. Donc, selon les plateformes, il y a des coachs ou non. Je sais que sur Ulule et KissKissBankBank, il y a des coachs. Donc, nous, on avait contacté notre coach bien en avant. Et en fait, c'est la personne qui va être attribuée à votre projet
et qui va bien vous conseiller sur comment préparer votre campagne et vous suivre tout au long de votre campagne. 3 mois avant, il faut aussi avoir fait grandir sa communauté, donc pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Et aussi, il faut savoir que la communauté, c'est la base de personnes qui croient en votre projet, qui va vous soutenir dans votre projet et qui va potentiellement contribuer à votre projet et aussi partager votre projet lors de votre campagne de financement participatif. Donc, comme décrit dans le résumé de ce REX, c'est beaucoup grâce à notre communauté que notre campagne a connu un succès. Et 3 mois avant, il faut aussi avoir identifié des partenaires. Donc, ça peut être des influenceurs ou des enseignes qui partagent les mêmes valeurs que vous et donc qui vont pouvoir partager votre campagne, communiquer sur votre campagne pendant votre campagne ou même en amont, ce qui aide énormément. 2 mois avant, il faut avoir construit sa stratégie de campagne. Donc, nous, par exemple, 2 mois avant, on s'était dit que notre campagne, on voulait qu'elle soit ludique. Donc, par exemple, on a pensé à des tirages au sort, des jeux concours, faire des petites animations au long de notre campagne. Aussi, dans la stratégie de campagne, savoir comment communiquer en amont, comment faire parler de notre campagne, quels événements pourraient être associés à notre campagne. 2 mois avant, il faut avoir établi des partenariats, donc avec les partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les influenceurs ou des enseignes qui pourraient participer à votre campagne ou bien faire de la publicité pour votre campagne. Il faut avoir identifié la stratégie presse. Donc les relais presse, c'est très important en amont de la campagne et aussi pendant la campagne. Donc quelle presse et quand, enfin quels médias et quand. Donc, par exemple, bien avant, donc 2 mois avant la campagne, c'est bien d'avoir déjà quelques articles pour que les personnes aient déjà entendu parler de votre projet. Aussi, c'est un bon moyen de pouvoir faire grandir sa communauté. Pendant la campagne, c'est bien pour faire vivre la campagne. Donc, par exemple, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait des relais presse peut-être 2 ou 3 fois par semaine pour faire vivre la campagne tout au long du mois et initier le contact. 2 mois avant, il faut aussi avoir dressé le calendrier de ma campagne. Alors, c'est super important, le calendrier de la campagne, pour pouvoir bien s'organiser. Moi, je me souviens, ce que j'avais fait, c'était que j'avais collé plusieurs feuilles A4 de suite. Et je les avais collées sur mon placard. Et j'avais écrit jour par jour ce que je voulais faire avant la campagne et pendant la campagne. Donc, c'était un calendrier qui tenait sur 2 mois. Donc, les événements auxquels je pensais pour animer la campagne, la communication que je voulais faire, tel poste pour tel jour. Et ce qui est pratique, c'est qu'à chaque fois que vous avez une idée, vous pouvez écrire sur votre calendrier facilement. Ou alors sinon, vous pouvez aussi passer par Excel, ça marche aussi très bien. Donc sur le calendrier de la campagne, mettre les événements de lancement ou pendant la campagne. Donc nous, par exemple, en événement de lancement, qui venait faire un teasing 7 jours avant la campagne, c'était un live sur Instagram, un live questions-réponses sur lequel on avait invité les personnes de notre communauté à nous rejoindre pour pouvoir poser des questions et répondre aux questions pendant 1 heure, tout en parlant de notre campagne aussi. Donc on avait annoncé cet événement-là peut-être 2 semaines avant la campagne sur les réseaux sociaux et sur notre newsletter. Donc c'était aussi un sympathique événement à faire pour échanger avec sa communauté. Donc faire un teasing explicite 7 jours avant. Très important, pendant la campagne, il faut poster tous les jours, donc avec un contenu varié. Pourquoi poster tous les jours? Parce que en fait, tout au long de la campagne, il faut faire un peu coucou, je suis là, coucou, j'ai besoin de vous. Et pour avoir des idées de posts, parce que c'est pas forcément évident, parler de votre projet, parler de la campagne, des objectifs de la campagne, pourquoi vous réalisez cette campagne, et parler de tout ce qu'il y a sur votre campagne. Donc, par exemple, parler des contreparties que pourrait retrouver votre communauté, parler de vos différents objectifs, de vos valeurs, donc mettre en avant un petit peu toute votre campagne, aussi les relais presse qu'il y a pu y avoir dans les posts pendant la campagne. 1 mois avant,
teaser implicitement la communauté. Donc, ce qu'on avait fait, c'était dire il va se passer quelque chose, vous allez bientôt pouvoir goûter les merveilleux. Donc, voilà, créer un petit peu de suspense. Un mois avant, il faut aussi avoir réfléchi aux contreparties. Donc, produits, services, plus coût des contreparties. Je vais en venir un petit peu plus tard sur comment réfléchir aux contreparties. Il faut avoir aussi tourné ma vidéo de présentation. Donc c'est optionnel, mais c'est quand même bien de faire une vidéo de présentation qui dure environ pas plus d'une minute pour pouvoir la partager sur les réseaux sociaux facilement. Je vais aussi en parler un petit peu plus tard de la vidéo de présentation. Et très important, construire ma page projet. Donc ça, c'est la page qui va regrouper toutes les informations liées à votre campagne de financement participatif et qui sera logée sur la plateforme que vous avez choisie. Donc, deuxième point, construire ma page projet. Donc, pour revenir à la définition qui était tirée de KissKissBankBank, il est écrit que votre communauté va vous soutenir sur une idée ou un projet qui le séduit. Donc, comment séduit-on on séduit par le visuel. Donc, il faut que votre présentation du projet soit attractif, qui va être sur votre page projet. Le fait de savoir ce qu'on veut, donc il faut un objectif clair et défini de la campagne, un échange donc, avec des contreparties et aussi donner des nouvelles, tenir au courant votre communauté. Donc il faut bien communiquer et être disponible pour votre communauté pendant la campagne. Donc, comment je construis ma page projet? 1. Stocker les prédécesseurs. Donc, c'est très important de faire une veille des projets, donc environ 4, des projets qui touchent au même domaine que votre projet. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une veille d'un projet de la même plateforme que j'ai choisi qui a très bien réussi. Par exemple, un projet dans l'agroalimentaire sur KissKissBankBank qui a fait 500%, par exemple, pour voir comment ils ont communiqué, ce qui a marché. Un projet de la même plateforme qui a le même objectif que moi. Donc, nous, c'était 8 000 euros. Donc, j'ai cherché un projet dans l'agroalimentaire qui avait aussi pour objectif d'atteindre 8 000 euros et qui l'avait dépassé. Un projet d'une plateforme différente qui a très bien réussi. Donc, moi, j'avais regardé sur Ulule, par exemple, pour voir ce qui peut réussir aussi sur les autres plateformes et nous donner des idées. Et aussi un projet de la même plateforme qui n'a pas marché pour savoir ce qui n'a pas marché. Et donc, en faisant cette veille de projet, on regarde comment ils ont communiqué, sur quels réseaux sociaux, parce que comme ils touchent au même domaine que vous, ils sont susceptibles d'avoir déjà choisi les bons canaux d'acquisition et comme ça, vous pouvez facilement voir ce qui a marché. À quoi ressemble leur page projet? Donc, moi, je me souviens qu'au début, j'avais eu un peu de mal à réfléchir au design de notre page projet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des projets sur KissKissBankBank ou Ulule. Donc, on peut facilement aller voir, faire des recherches de projets dessus. Et j'ai regardé tout ce que je trouvais de super joli, les pages projets que je trouvais bien présentées. Et du coup, je m'en étais inspirée. Voir aussi quelles contreparties ils ont proposées et lesquelles ont le mieux marché. Donc, sur Ulule et KissKissBankBank, en fait, je parle beaucoup de Ulule et KissKissBankBank parce que c'est surtout les plateformes sur lesquelles j'ai regardé et j'ai pioché des petits conseils. En fait, on peut facilement voir les contreparties des projets qui ont réussi et vous avez le nombre de contributions à chaque fois sous les contreparties. Donc, vous pouvez voir ce qui a le mieux marché, ce qui a le mieux intéressé les contributeurs, qui peut vous aider à choisir vos contreparties. Voir aussi ce qui n'a pas marché et bien sûr, comment je pourrais faire mieux. Donc, proposer, par exemple, des choses similaires, voire mieux. Deuxième point pour construire ma page projet, soigner ma présentation. Donc, il faut apporter un visuel attractif. Nous, on avait utilisé Canva et Flaticone, dont je vais vous parler un peu plus tard. La présentation du projet doit obligatoirement, selon moi, mentionner les valeurs de votre projet pour que le consommateur puisse, le contributeur puisse s'identifier aussi à votre projet. Le slogan, donc pour qu'il puisse comprendre en une phrase de quoi parle votre projet. Et aussi l'histoire, la jeunesse du projet, parce que c'est très important. On apprécie toujours connaître l'histoire du projet, comment c'est né, aussi les fondateurs,
toujours important aussi, ça apporte un petit côté humain à votre projet. Et il faudrait qu'on puisse comprendre votre projet en quelques secondes, juste en venant sur votre page projet. Au niveau de la vidéo de présentation, donc qui devrait durer un petit peu moins d'1 minute pour pouvoir être partagée sur les réseaux sociaux. Pardon. Au niveau de la structure, ce qui marche bien, c'est d'abord un schéma type pitch, donc avec constat, problématique et ensuite votre solution. Ensuite, pourquoi ai-je besoin de vous aujourd'hui? Donc, pourquoi je fais appel à ma communauté? Comment pourrez-vous m'aider? Le call to action, aidez-nous. Et aussi, très important, les sous-titres. Sur YouTube, par exemple, c'est bien parce qu'on peut ajouter des sous-titres en différentes langues, donc français, anglais. Troisième point de la page projet, l'objectif de ma collecte. Donc, il faut mentionner son objectif, ce pourquoi on mène la campagne de financement participatif. Et pour définir son objectif, il faut prendre en compte le coût des contreparties et la livraison, la commission de la plateforme. Donc, par exemple, sur KissKissBankBank et Ulule, c'est 8%. Et il faut prendre en compte le minimum besoin pour accomplir mon objectif. Parce qu'il faut savoir que si votre campagne, donc à l'issue de la campagne, vous n'atteignez pas 100% de votre objectif, ce que je ne vous souhaite pas, il n'y a pas, enfin, tous les contributeurs sont remboursés et vous ne pouvez pas toucher au montant que vous avez pu avoir. Au contraire, si vous dépassez 100%, vous pouvez toucher la collecte. Donc en fait, vous avez sécurisé votre campagne. Donc nous, par exemple, avant de se lancer dans la campagne, on s'était dit que pour pouvoir financer une partie de notre première production, on aurait besoin de 20 000 euros. Mais notre objectif, on l'a mis à 8 000 euros pour sécuriser et dire si on atteint au moins 8 000 euros, bah, c'est bon, on pourra communiquer sur le fait qu'on a besoin de plus et mener notre campagne pour faire en sorte de pouvoir avoir 20 000 euros. Donc voilà, un petit exemple des objectifs de la collecte et des différents, enfin de comment structurer son objectif de collecte. Donc vous avez 8% de commission sur KissKissBankBank, 15% pour les contreparties avec 4,5% de frais de port, 2,5% de dons pour une asso, donc ça c'était quelque chose qu'on avait choisi pour une contrepartie spéciale, et 70% de la collecte était reversée pour le développement des merveilleux. 4. Comment choisir la durée de sa collecte? Petite information que j'ai prise sur KissKissBankBank, le site. En 2018, les collectes réalisées entre 15 et 45 jours ont eu un taux de réussite de 10% supérieur à celles réalisées en moins de 15 jours et en plus de 45. Pourquoi? Alors, moins de 15 jours, je pense que ça doit être un petit peu trop court pour pouvoir toucher les cercles 1, 2 et 3 et bien communiquer sur sa campagne. Et plus de 45 jours, pardon, c'est un petit peu trop long parce que pour stimuler les personnes qui peuvent être susceptibles de contribuer à votre campagne, c'est bien aussi de créer le sentiment d'urgence. Donc, selon moi, la durée optimale d'une campagne est de 1 mois pour ces raisons-là, mais aussi par rapport au fait que la campagne, c'est une communication intense. Vous allez communiquer tous les jours pendant 1 mois. Donc, c'est bien pour votre projet comme pour vous de choisir une campagne de 1 mois. Et miser sur le sentiment d'urgence, donc faire un décompte de AJ-3 avant le début de la campagne et AJ-3 avant la fin. Le choix des contreparties. Donc, il faut proposer les meilleures contreparties en restant dans le thème de votre projet. Donc, pour pouvoir proposer, avoir des idées de contreparties, n'hésitez pas, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire une veille des autres projets qui ont réussi pour voir ce qu'ils ont proposé. Également proposer, si vous pouvez, si vous proposez un service ou un produit, de pouvoir faire découvrir votre produit, parce que la campagne de financement participatif, c'est une opportunité pour le financement, mais aussi de pouvoir faire découvrir votre produit. Pensez à qu'est-ce qui fera plaisir à ma communauté, à mes contributeurs, parce que ce sont les personnes qui vont vous soutenir. Donc, pensez à eux, pensez à comment je peux les remercier, comment je pourrais leur faire plaisir.
et aussi travailler les paliers. Bon, ça dépend de votre objectif et de votre projet, mais en général, de 1 à 5 euros, c'est la contrepartie symbolique. Donc, nous, par exemple, c'était un remerciement sur notre site. Donc, on avait construit le mur des super-héros, c'était nos contributeurs, le nom qu'on avait donné à nos contributeurs. Et donc, on avait mis leur nom en remerciement sur notre site. De 20 à 60 euros, ce sont des contreparties matérielles, donc produits, packs. Et au-dessus de 300 euros, c'est des contreparties ambassadeurs. Donc, les personnes qui vous soutiennent à plus de 300 euros sont des personnes qui vous soutiennent vraiment dans votre projet, qui croient votre projet. Et pour les remercier, n'hésitez pas à proposer des contreparties type événements, rencontres, pour apporter de la valeur, leur apporter de la valeur. Nous, par exemple, c'était une contrepartie à 400 euros en partenariat pardon, avec Bouillant, qui est une start-up qui organise des ateliers culinaires. Et notre contrepartie à 400 euros, c'était une découverte des merveilleux, donc une boîte de 4 merveilleux, avec une entrée pour un atelier culinaire réalisé par un cuisinier pour faire des pâtes fraîches avec les merveilleux. Donc c'était un événement atelier culinaire, avec aussi l'occasion de nous rencontrer parce qu'on sera sur l'atelier et de dîner avec nous, parce qu'après après l'atelier culinaire, il y a du dîner. Et petite parenthèse, ne pas acheter les produits des contreparties avant la fin de la campagne. Donc, quand je dis ça, c'est par exemple si vous avez dans certains packs des goodies, donc par exemple un t-shirt floqué ou autre, ne pas acheter avant la campagne parce que vous ne pouvez pas prévoir le nombre en avance, le nombre de contreparties concernées en avance. Et pour vous donner un petit exemple, on va voir la page projet des merveilleux. C'était notre page projet sur KissKissBankBank. Donc vous pourrez voir sans souci. J'ai tout laissé, la page projet, la présentation. Et donc juste là, pour les contreparties, donc là elles sont grisées parce que la campagne est finie. Mais sinon, sur votre droite, vous pouvez voir la contrepartie Star, c'était la contrepartie à 20 euros, découverte des merveilleux. Donc 20 euros, c'est un montant qui est assez accessible. Et pour 20 euros, on pouvait découvrir les merveilleux en ayant une boîte de 4 merveilleux. Le nom du contributeur sur le mur de nos super-héros merveilles de notre site, donc en remerciement, et glisser un petit mot de remerciement dans le pack. 5 euros, c'est la contrepartie symbolique. 30 euros, c'était une contrepartie avec Veggie World, donc on a eu un partenariat avec eux. Et donc c'était une boîte de 4 merveilleux avec une entrée au salon. Ah oui, Veggie World, c'est le salon vegan européen. 60 euros, c'était la contrepartie Chef Piu Piu, donc qui était surtout destinée aux enfants. Donc une boîte de 4 merveilleux avec 3 fiches recettes à colorier, un moule de forme rigolote, ton nom sur le mur de nos super-héros merveilles et le prestigieux diplôme du Chef Piu Piu. Alors pourquoi on avait pensé aux enfants? Parce que dans notre projet, donc, qui concerne surtout les véganes, les allergiques aux œufs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'allergiques aux œufs, enfin beaucoup d'enfants qui étaient allergiques aux œufs. Donc même si ce n'est pas notre cible pendant la campagne, leurs parents étaient nos cibles et ça pouvait les intéresser. Du coup, on avait pensé à eux pour faire un petit pack sympathique pour les enfants. Et ensuite, 80 euros, un pack pour faire un gâteau au chocolat, par exemple. Voilà. Bon, il y avait pas mal de contreparties différentes. Vous pourrez aller voir un petit peu plus tard. Je vais revenir sur la présentation. Très important aussi sur ma page projet, l'échange. Donc, pas que sur la page projet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il faut rester disponible à l'écoute, répondre aux questions. Ne pas hésiter à tenir au courant sa communauté, donc soit par l'actualité sur ma page projet, donc sur KissKissBankBank, on a un onglet dédié à l'actualité, ou sinon sur les réseaux sociaux. Anticiper les questions. Donc, sur la page KissKissBankBank, par exemple, on a un espace dédié pour la FAQ. Donc, c'est bien d'anticiper les questions pour éviter de recevoir plein de messages, par exemple 10 fois les mêmes questions en privé, ce qui peut vous aider aussi à pouvoir consacrer du temps à d'autres choses sur l'organisation de votre crowdfunding.
dans mes conseils, penser à une campagne ludique. Donc, ce qu'on avait fait, c'est on a écrit de l'animation, des jeux, des surprises. Donc, pourquoi pas proposer des tirages au sort. Nous, ce qu'on avait, c'était un tirage au sort par semaine tout au long de notre campagne, qui faisait que chaque contributeur de la semaine avait le droit à accéder à un tirage au sort. Donc, ça permettait d'une part de pouvoir remercier les contributeurs en leur offrant des petits cadeaux, mais aussi d'autre part de faire vivre la campagne tout au long du mois. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, au niveau de la campagne, il y a 2 pics. Le premier pic de contribution, c'est la première semaine, dans la première semaine de la campagne, et le dernier pic, la dernière semaine de la campagne. Des jeux concours. Donc nous, on avait organisé par exemple un jeu concours qui intervenait une semaine avant la fin de la campagne sur les réseaux sociaux, c'était sur Instagram. Donc en fait, on invitait notre communauté à, d'une part, contribuer à la campagne, d'autre part, partager notre campagne et aussi s'abonner à notre compte Instagram. Et, ils avaient, et le jeu concours, le gain était de gagner un dîner d'une valeur de 100 € pour 2 personnes au restaurant Vegan Breeze, qui a été un de nos partenaires. Deuxième point, faire apparaître des surprises selon l'évolution de la campagne. Donc nous, nos petites surprises, c'était des contreparties surprises qui intervenaient à 50%, 70%, 80, 90 et 100% de la campagne. Donc en fait, ça permettait à la campagne d'être ludique avec des petites surprises, mais aussi de notre côté, ça nous permettait de pouvoir communiquer sur l'évolution de la campagne et tenir au courant la communauté de comment avancer la campagne. Et donc ces 3 points-là, tirage au sort, jeu concours et surprise, on a pu les organiser grâce à des partenaires qu'on a établis avec des marques véganes, des restaurants véganes, qui ont choisi de se prêter au jeu et de nous fournir des packs cadeaux ou des produits pour les proposer en contrepartie ou en tirage au sort, jeu concours. Et enfin aussi, faites-vous plaisir, parce que ça va se ressentir. Troisième point, comment toucher les cercles 1, 2 et 3. Donc le cercle 1, il est composé des amis et de la famille. Donc ce sont les premiers qui vont vous supporter dans le projet et aussi ceux qui vont faire décoller la campagne. Parce que nous, par exemple, ce qu'on nous avait conseillé, c'était que une semaine avant la campagne, donc par exemple notre premier jour de campagne, c'était le 4 mai, une semaine avant, on avait prévenu notre famille et nos amis du fait qu'on allait qu'on allait lancer notre campagne. Et du coup, on pouvait l'ouvrir une semaine avant pour leur permettre de nous soutenir déjà, ce qui permettait d'avoir un certain montant déjà sur la campagne et pour éviter que quand le cercle 2 arrive sur la campagne, qu'il ne commence pas à 0 €. Donc ça rassure le cercle 2. Donc pour contacter le cercle 1, on va contacter en privé par message, appel, mail ou en physique. Le cercle 2, c'est ma communauté, les amis de mes proches, le réseau de ma communauté. Donc pour les informer de la campagne et les atteindre, on passe par les réseaux sociaux ou aussi la newsletter. On annonce la campagne, on partage sur les réseaux sociaux, on demande de partager aussi. Moi, je me souviens que la newsletter, ça avait très bien marché. Enfin, à l'époque, on avait 1500 abonnés à notre newsletter. Et je me souviens que quand on avait lancé le mail annonçant notre campagne avec le lien menant vers la campagne, on avait eu un pic de contribution. Et le cercle 3, donc le plus difficile à conquérir, mais ceux qu'il faut conquérir, ce sont ceux qui n'ont pas entendu parler de votre projet avant la campagne, mais qui sont susceptibles d'être impliqués. Donc il faut les toucher. Moi, je me souviens que ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était de me donner des objectifs chiffrés. Donc, par exemple, je m'étais dit, pour les merveilleux, ceux qui sont le plus concernés, ce sont les véganes et les allergiques aux œufs. Ils représentent 2 millions de personnes en France. Il faut que j'arrive à atteindre 2 millions de personnes. Donc forcément, ce n'était pas forcément possible, mais c'est bien de se mettre un objectif chiffré pour se motiver. Et ce qui a le mieux marché pour nous, c'était la presse.
Donc, c'est important de demander aux médias qui fait un article sur vous de mettre le lien de votre campagne dans l'article pour que les personnes qui tombent sur l'article puissent avoir accès directement à votre campagne. Notre petite toolbox à 0 €. Donc pour le visuel, on a utilisé Canva et Flaticone. Donc Canva, c'est un outil super simple à utiliser et super efficace. Donc on s'inscrit en ligne et ensuite sur la plateforme Canva, vous pouvez construire tous vos visuels. Donc que ce soit pour les posts Insta, Facebook, pour votre newsletter ou bien pour votre page projet. Vous avez un large choix de polices d'écriture, d'icônes, d'images, gratuits ou non. Alors pour la campagne, donc ça a été mon petit investissement de 12 € Canva. J'avais dépensé 12 € pour avoir un mois de l'offre premium de Canva pour pouvoir avoir accès à plus de polices d'écriture et d'images. Flaticone, c'est pour avoir plus de choix d'icônes. C'est aussi en ligne. Pour programmer des posts, donc on a découvert HotSuite pendant notre campagne et ça nous avait pas mal changé la vie parce que avant la découverte de HotSuite, ce que je faisais, c'est que mes posts, à chaque fois, je me mettais un petit réveil dans mon calendrier ou sur mon calendrier de campagne pour me dire à tel moment je dois poster tel post. Avec HotSuite, donc c'est un outil simple d'utilisation. Vous pouvez programmer en avance vos posts sur les réseaux sociaux. Donc nous, c'était Insta, Facebook, LinkedIn. On est passé par la newsletter pour tenir au courant de la campagne et de l'avancée de la campagne. Donc à l'époque, on utilisait Mailchimp. Aujourd'hui, on utilise Sendinblue parce qu'on s'est rendu compte que c'était tout aussi efficace et moins cher. Et pour le montage vidéo, donc on a utilisé FitFilm Express. Et enfin, les to-do and not to-do pour résumer cette petite présentation. Dans les to-do, ne pas hésiter à demander conseil. Donc, si j'ai pu si on a pu mener une bonne campagne, c'est parce qu'on a pas mal demandé conseil aux mentors et aux coachs de Schoolab, aussi aux personnes qui ont bien réussi leur campagne. Je me souviens que j'avais contacté Théodore de Snooze qui fait des granolas et qui avait fait 2000% sur sa campagne sur Ulule. Voilà, ne pas hésiter à demander conseil, bien s'entourer. Aussi demander conseil à votre coach dédié sur votre plateforme parce que c'est la personne qui a l'habitude de gérer des projets de campagne de financement participatif et qui saura très bien vous conseiller. Ne pas hésiter à stalker les projets qui ont réussi. Donc, comme je vous l'ai dit, faire une veille, c'est très important pour pouvoir bien voir comment communiquer, proposer des contreparties. N'hésitez pas, par exemple, à stocker la page KissKissBankBank des Merveilleux, voir notre compte Instagram pour voir comment on a communiqué pendant la campagne. Avoir un objectif clair à communiquer, parce que c'est un petit peu ce pourquoi vous faites la campagne. Avoir une cible bien définie en amont pour savoir comment communiquer, par quel canal d'acquisition. Pensez à votre communauté pour les contreparties, donc vraiment pensez à comment je vais pouvoir leur faire plaisir. Très important, le calendrier de la campagne pour tout structurer en avance, être bien organisé. Communiquer et être disponible tout au long de la campagne. Et aussi diriger tout le monde vers la campagne. Donc ça, j'en ai pas trop parlé avant, mais vraiment mettez le lien qui mène vers votre campagne partout. Donc sur Instagram, par exemple, dans la bio, sur Facebook, dans vos posts, sur LinkedIn, pareil, dans vos posts. Aussi, j'en avais vu, par exemple, qui avaient mis le lien de leur campagne 3 fois sur leur site, sur la première page de leur site. Donc, par exemple, vous avez fait un bouton je veux précommander machin. Donc, quand on cliquait sur le bouton, on avait tout de suite accès à leur page projet. Ou alors, je veux soutenir, on avait accès à leur page projet ou autre. Et dans les notes to do, ne pas se préparer à l'avance. Donc, bon, c'est bien de vraiment se préparer à l'avance pour bien préparer sa campagne. Peu de communication. Donc, j'ai vu une campagne qui avait très peu marché parce qu'elle avait,
ouais, elle avait pas trop communiqué et c'était ce qui manquait parce que du coup, il faut vraiment à 100% communiquer sur sa campagne. Mon projet ne se démarque pas de proposition de valeur. Alors j'ai vu une campagne qui avait qui n'avait pas marché parce que ils avaient proposé, donc c'était sur Kickstarter, ils avaient proposé un produit, donc en fait avec sans forcément proposition de valeur, même s'ils proposaient leur produit moins cher, donc en fait en pré-vente, il n'y avait pas de valeur pour se démarquer des concurrents. Le manque d'informations aussi. Il faut vraiment donner toutes les informations, que ça soit clair, précis, bien défini pendant votre campagne. Il ne faut pas commander les produits goodies des contreparties en avance pour éviter un surplus ou alors de ne pas avoir assez de produits goodies et ne pas proposer de contrepartie hors sujet. Donc vraiment, il faut que vous restez dans le thème de votre projet tout au long de votre campagne. Voilà, on peut passer aux questions. Alors, je me souviens juste qu'il y avait une question à laquelle je n'ai pas répondu. On m'avait demandé si c'était possible de mener sa campagne tout seul. Oui, pour moi, c'est possible. Il faut juste bien s'organiser, bien tout préparer à l'avance. Donc, par exemple, nous, pour notre campagne, on est deux, donc Philippine et moi. Au niveau des missions, donc en fait, j'étais à 90% sur la campagne et, et c'était quand même faisable. Enfin, il faut juste vraiment bien s'organiser, bien tout préparer à l'avance et tout se passe bien. Voilà. On peut passer aux questions. Yes. Il y a une question dans le chat du coup qui date du début de ta présentation, mais de Héloïse, Ouais, qui est une entrepreneuse du programme actuel en Pépite, qui te demandait si tu comptais partager les slides de ta présentation. ouais, ouais, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Ok. Ensuite, je vois qu'il y a une question d'Abigail qui demande quelles ont été les contreparties du coup pour ta communauté. Alors j'imagine que la question est arrivée avant que tu les présentes. Ouais, Euh, ouais. Bah oui, du coup, j'ai un petit peu répondu, mais s'il y a besoin, je peux y revenir. Hop. Donc, c'était donc ce que j'avais mentionné, donc les contreparties solidaires avec les différents packs, donc avec des montants qui variaient, donc ça allait de 20 € à 180 €. Donc, par exemple, je n'avais pas parlé de la contrepartie à 180 € qui était 10 boîtes de merveilleux, de 4 merveilleux. Donc, c'était un énorme pack merveilleux. Aussi, j'ai pas trop parlé des contreparties qui ont super bien marché. C'était les contreparties que j'appelais partenaires, donc en partenariat avec d'autres enseignes. Donc, par exemple, Hank Burger, c'est un restaurant vegan qui fait des burgers vegan. Et on me proposait pour 25 € une boîte de 4 merveilleux avec un Hank Burger. Donc, ce qui était intéressant, c'était que du coup, c'était une contrepartie qui faisait partie des contreparties surprises, donc qui arrivait au moment de l'évolution de la campagne. Et comme c'était une contrepartie partenaire, on avait une disponibilité limitée, ce qui était qui créait un petit peu le sentiment d'urgence aussi au niveau de la contrepartie. Et comme c'était à nombre limité, ça incitait les gens aussi à prendre cette contrepartie. Quelle est la contrepartie qui a le mieux marché du coup de toutes? Du coup, c'était la contrepartie Star, donc celle qui était en tout premier, donc à 20 €, donc un montant assez accessible. Et c'était la découverte des merveilleux, donc une contrepartie avec une boîte de 4 merveilleux et le nom sur notre site et un petit mot de remerciement. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, on a eu 600 contributeurs et là, c'est une contrepartie qui a été choisie par 381 contributeurs, donc un peu plus de 50%. Il y a quand même une prise de risque parce que tout à l'heure tu disais il faut pas promettre de contrepartie dont on n'est pas, enfin, sans savoir si on a réussi sa campagne. Il faut pas lancer la commande des contreparties avant de savoir Ouais. si on a réussi. Mais là en fait votre contrepartie c'était la production de Merveilleux, mais vous saviez pas si vous alliez pouvoir lancer une production avant de réussir la campagne. Mm. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était la promesse.
Et c'est vrai que si on n'avait pas atteint 100%, on n'aurait pas pu. Mais du coup, dans le cas où on n'atteint pas 100% de notre campagne, donc la campagne n'a pas été financée avec succès. Et du coup, tous les contributeurs sont remboursés immédiatement. Ok. Il y a quelques autres questions qui affleurent, même pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps. Mm. Une question de Christine qui te demande si dans l'ambiance actuelle, tu penses que les contributeurs seront moins motivés pour participer à des crowdfunding. Alors nous, on avait lancé notre campagne de financement participatif en mai 2020. Du coup, c'était pendant le confinement. Et c'est vrai qu'on a eu du coup cette appréhension de est-ce que on ne devrait pas attendre plutôt un moment où ça irait mieux parce que dans un contexte comme celui, enfin, l'actuel, on ne se sent pas forcément en sécurité. On pense d'abord du coup à nos besoins, à nous, et on va peut-être pas forcément se dire, enfin avoir le moral ou l'envie de pouvoir soutenir d'autres projets. Et finalement, ça avait bien marché pendant le confinement, malgré le contexte actuel. Après, il faut voir aussi selon les projets euh, et aussi selon, je pense, les conditions. Par exemple, je pense que notre campagne avait bien marché, même si c'était pendant le confinement et pendant la crise sanitaire, parce que les personnes étaient disponibles aussi. Je sais que par exemple, le mois de décembre, c'est pas forcément un bon. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais c'est quelque chose que j'ai entendu. Le mois de décembre, c'est pas forcément une bonne idée pour lancer sa campagne de financement participatif, parce que durant le mois de décembre, on est amené à faire beaucoup de dépenses, à penser aux fêtes, à Noël, et du coup, on dépense beaucoup lors du mois de décembre, et donc on va pas forcément avoir assez de budget pour dépenser pour soutenir une campagne. Ok. Et la question suivante du coup d'Héloïse qui te demande s'il y avait des impôts sur la somme qui a été levée. C'est une bonne question. Il n'y a pas longtemps, j'ai voulu me renseigner. Et finalement, j'ai pas trop trouvé l'information. Après, il me semble que ça dépend des plateformes. Donc sur KissKissBankBank, je m'étais renseignée rapidement et après j'étais passée à autre chose, mais il faut que je me renseigne bien dessus. Et il me semble avoir vu que si on mène sa campagne pour une société, donc ce qui est notre cas, bon, pour l'instant on n'a pas encore créé la société, mais on va la créer, il y a une TVA appliquée. Une TVA, oui, non, c'est un impôt appliqué. Un impôt, pardon. Mais je ne suis pas très sûre, donc c'est quelque chose qu'il Ok. faudrait voir de plus près. À creuser. Ouais, mais ça, du coup, ça pose aussi plus largement la question de l'après-campagne Mm. et des contreparties. En fait, peut-être que enfin, t'as moins parlé du coup de une fois qu'on a réussi les objectifs, Mm. et qu'il est question justement de lancer les contreparties, comment on s'organise, qu'est-ce qu'il faut, enfin, où est-ce que vous en êtes, même vous, de Mm. la gestion des Tout à fait. contreparties et de... Alors nous, du coup, donc pour l'instant, dans la pré-campagne, on n'a pas trop avancé parce que du coup, notre campagne, on l'a menée pour notre start-up. Du coup, on n'a pas encore créé la société, donc on n'a pas encore pu toucher le montant de la contrepartie, de la campagne. Mais du coup, nous, dans ce qui s'est passé après la campagne, donc c'est très important de communiquer sur le succès de la campagne, de remercier tous les contributeurs. Ensuite, nous, du coup, on va être à l'étape où on crée l'entreprise. Donc, une fois qu'on aura créé l'entreprise, il faudra envoyer tous les papiers à KissKissBankBank, à notre plateforme. Ensuite, on pourra toucher, du coup, le montant de la campagne. Et il est prévu que les contreparties soient délivrées pour début 2021. Donc ça, c'est important de le communiquer. On l'avait communiqué sur notre page projet ici, tout en haut de la page projet, donc livraison premier trimestre 2021, avec un petit astérisque disant tu seras tenu régulièrement au courant de l'évolution du projet ainsi que la date précise de livraison. Parce que c'est bien que les contributeurs aient une idée de la livraison des contreparties et qu'ils soient tenus au courant de comment ça se passe, l'évolution de notre projet grâce à la campagne. On n'a pas encore préparé les contreparties de notre côté, du coup c'est prévu pour fin 2020, puisque pour l'instant au niveau du développement des merveilleux, on est sur la fin, on n'a pas encore produit. Euh,
Mais je pense que du coup, dans les next steps sur la campagne, ça sera la préparation des commandes. Donc, il faut savoir que pour les commandes, soit on peut choisir de les remettre en main propre, et dans ce cas-là, nous on a pensé, si c'est possible, de faire des événements sur une semaine chez KissKissBankBank où on serait disponible pour accueillir les contributeurs qui ont choisi la remise en main propre. Et ça serait aussi un moment l'occasion de pouvoir échanger avec eux et de leur remettre en main propre les contreparties. Mais sinon, il y a aussi la possibilité de livrer les contreparties. Et pour ça, du coup, au moment de la contribution de la part des contributeurs, ils renseignent leur lieu de livraison, leur nom, et du coup, on peut facilement avoir un Excel avec toutes les commandes pour pouvoir les préparer en avance. Ok. On va continuer sur les questions parce qu'il y en a quelques-unes encore et sinon on va déborder. Mais Mm. Thibaut, on a une question de Thibaut qui demande si pour les concours, qu'est-ce que vous aviez demandé pour les concours pour avoir une chance de gagner? En fait, la question est Oui, écrite. Je te laisse la lire parce que ok. ça va être plus Euh, simple. euh, quelle est la Je question? te la lis telle quelle, mais c'est pour les concours. Qu'est-ce que vous vous demandiez en échange pour avoir une chance de gagner? Juste partager la campagne, point d'interrogation. Alors, c'était pour le joint concours. Alors, on avait demandé aux contributeurs de contribuer à la campagne, mais sans forcément de minimum de contribution, donc ça pouvait être 1 euro. On avait demandé de partager notre campagne sur les réseaux sociaux, de liker le post du jeu concours. Donc ça, c'était pour avoir une liste des participants au jeu concours. De taguer une personne qui voudrait partager le dîner, parce que nous, c'était un jeu concours pour remporter un dîner. Une personne avec qui il voudrait t'accompagner pour partager le dîner. Et liker la page Instagram des Merveilleux. Voilà ce qu'on avait fait. Et ce jeu concours, on l'avait communiqué du coup sur la newsletter, sur Facebook, sur Instagram. Bien. Ensuite, on a des questions qui sont apparues dans le questions et réponses, Mm. dont une d'Héloïse, du coup, sur les partenariats. Ouais. Savoir si vous payez une partie du burger offert ou alors c'est offert par le restaurant. Non, là, c'était offert par le restaurant. En fait, le seul partenaire avec qui on a payé, du coup, c'était avec Veggie World. Enfin, ils nous ont fait un tarif préférentiel pour pouvoir proposer, du coup, des tickets d'entrée pour le salon. Mais sinon, au niveau des contreparties partenaires, donc il y avait Hank Burger, par exemple, et non, c'était un cadeau de leur part. Donc, ils nous ont offert, par exemple, 30 burgers. Aussi, il y avait London Monkeys, qui est une boulangerie végane. Et pareil, c'était aussi des offres. Mais en fait, du coup, c'est à eux de déterminer le nombre de cadeaux qu'ils souhaitent nous faire. Donc, Hank Burger, c'était 30 burgers, par exemple. London Monkey, c'était 15. Et aussi, il faut savoir que quand vous établissez un partenariat, c'est important aussi en retour, proposer quelque chose. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'était de proposer de communiquer sur eux. Donc, parce que, faut mettre en avant le fait que la campagne de financement participatif, c'est aussi une grande campagne de communication, parce que vous allez communiquer de façon intense pendant 1 mois. Donc, c'est bien aussi pour eux que vous puissiez communiquer sur eux, rien que pour parler de la contrepartie, parler d'eux, présenter leurs enseignes et aussi les remercier. Ok, on va enchaîner avec une question d'Estelle qui te demande, qui est plus une question de statut d'entreprise. D'ailleurs, il y en a deux sur le sujet. Ouais. Donc Estelle te demande si aujourd'hui, si vous n'avez pas créé la boîte, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez le statut auto-entrepreneur? Non, en fait, juste, en gros, on a mené la campagne sans avoir créé la société. Mais du coup, on n'a pas encore touché le montant de la campagne. Donc, on n'a pas de statut, rien, juste on a créé la campagne, on l'a menée et on sait qu'on pourra toucher le montant de la campagne quand la société sera créée. Ok.
Donc, deuxième question sur le statut. Quelle structure choisir pour développer sa startup tout en minimisant la fiscalité? Hmm. Euh, Alors, c'est pas trop ma spécialité. Nous, on a choisi une SAS par rapport à notre enfin, par rapport à notre type de startup, ce qu'on propose, et, euh, et aussi par rapport au fait que à l'avenir, donc bon, ça touche au thème du financement, mais on pourrait peut-être intégrer des associés, donc il y a peut-être une levée de fonds qui va être prévue, et donc on nous a conseillé de passer par une SAS par rapport à notre projet et nos objectifs à l'avenir. J'espère que ça répond à la question. Super. On a une dernière question dans le chat. Euh, donc c'est Gaspard qui va lancer une campagne de crowdfunding Ouais. et qui est en capacité de produire pendant le crowdfunding et d'envoyer du coup les contreparties rapidement et éventuellement doubler les participations de ses contributeurs séduits, pardon. Donc en fait, en envoyant les contreparties rapidement, il espère que les contributeurs vont à nouveau donner de l'argent. Comment Ok. communiquer sur ce point? Est-ce que tu penses que cette stratégie est bonne déjà? Et si oui, comment tu communiquerais sur le sujet? Euh, Alors du coup, si j'ai bien compris, il y aurait la possibilité de produire les contreparties pendant le crowdfunding et du coup d'envoyer les contreparties pendant le crowdfunding, c'est ça? Je pense, ouais. Ok. Bah, je pense que ça peut être bien parce que c'est vrai que bon, du coup, en découvrant le crowdfunding, je me suis aussi mise à contribuer à d'autres projets. Et c'est vrai que quand on contribue, on a envie de recevoir tout de suite le produit parce qu'on le découvre, on est super content et on se dit waouh, c'est quoi? Et on a envie d'avoir la contrepartie au plus vite. Donc je pense que d'un côté, c'est bien de pouvoir rendre disponibles les contreparties au plus vite. C'est bien aussi de communiquer dessus. Euh, Après, est-ce que je vois peut-être des limites? Hum, Peut-être au niveau de la gestion, non, bah non, même pas, parce qu'au niveau de la gestion, on peut facilement savoir à qui on a envoyé les contreparties ou pas encore, parce que, bah, par exemple, sur KissKissBankBank, il y a un petit outil où on peut gérer pour chaque personne, voir si on a déjà envoyé ou pas la contrepartie. Donc, je pense que ça peut être faisable. Après aussi, peut-être demander conseil à votre coach défini, voir si c'est bien, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Mm. Et c'est bien de vraiment communiquer dessus, de le mettre en avant, parce que c'est un point positif, parce que souvent, enfin, j'ai vu pas mal de projets dans les campagnes où les contreparties étaient disponibles beaucoup plus tard, des fois c'est même 2 ans plus tard. Donc c'est bien de montrer que ça serait rapidement disponible, de le mettre en avant. Ouais. Effectivement, je pense que c'est une bonne stratégie. Je pense que ça peut être une stratégie payante si après, en plus, tu collectes beaucoup de feedback et de retours utilisateurs positifs En sur ton plus, produit et que tu les invites à engager leur communauté autour de ta proposition de valeur. mm, Euh, Effectivement, enfin, ça peut avoir un effet levier. Après, là où, d'ailleurs, il y a une remarque dans le chat à ce propos, c'est vrai que si de Trinity, si les objectifs de campagne ne sont pas atteints et que tu envoies les contreparties avant, enfin, si tu envoies les contreparties avant et que tu ouais, n'atteins pas tes objectifs de campagne, c'est quand même une perte et pour le coup, en termes de gestion, mm, c'est risqué. c'est vrai. C'est vrai que ouais, ça peut être risqué. Oui, c'est vrai que oui, c'est une des limites. Et du coup, bah, vraiment sécuriser du coup son objectif de campagne. Et dans ce cas-là, j'ai un petit peu l'impression aussi que ça peut être une prévente. Donc, il y a pas mal de choses qui se font par rapport à ça. Donc, par exemple, j'ai vu des campagnes où pendant un mois, ils faisaient vraiment une campagne de financement participatif et avec un petit objectif pour pouvoir le sécuriser. Et ensuite, ils pouvaient prolonger leur campagne de un mois et là, c'était sous forme de prévente. Et du coup, ils pouvaient proposer qu'une contrepartie en prévente et les personnes pouvaient du coup continuer à contribuer tout en pouvant bénéficier de la contrepartie pour découvrir le produit. Donc voilà, c'est bien de pouvoir sécuriser d'une partie sa campagne et continuer sous forme de prévente.